Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et bingeuse de podcasts au quotidien. Dans ce 25e épisode, on va parler d'un gros trou dans nos livres d'histoire, mais avant ça, les actus de la semaine. On en trouve de plus en plus sur Internet, qu'ils soient amateurs ou professionnels, les podcasts connaissent un beau succès. On se rend à l'atelier 210 à Etterbeek. Sabine Ringelheim, vous assistez pour nous à la première édition du Brussels Podcast Festival. Réservez vos billets pour la Belgique, le Bruxelles Podcast Festival a annoncé sa programmation du 7 au 10 avril prochain. Pour cette 3e édition, en présentiel cette fois, un festival bilingue en français et en néerlandais pour être plus représentatif du podcast belge dans son ensemble. Il commence par une journée destinée aux podcasteurs et podcasteuses débutantes pour les aider à financer et imaginer leurs projets. S'ensuivent 3 jours avec plein d'écoutes collectives, de tables rondes et de rencontres, ainsi qu'une nuit du podcast délocalisée qui regroupera plein de podcasteurs et podcasteuses belges à la Grande Poste de Liège. Les équipes de Slate seront présentes à ce festival pour une masterclass autour des coulisses de transfert et une écoute en avant-première de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, nouveau podcast de Nina Pareja pour Slate Podcast. Le dimanche soir, la remise des prix aura lieu à l'atelier 210, lieu principal du festival, sous l'égide du jury composé de 5 professionnels du podcast et du journalisme. Les événements sont payants, à prix libre. Vous trouverez le lien vers le programme et la billetterie dans la description de cet épisode. Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. On vous le recommandait dans l'épisode 19 de Sans Algo, le podcast Postscriptum organise une soirée d'écoute le vendredi 25 mars. Ça se passe à La Cassette, lieu ouvert par le collectif Transmission à Aubervilliers pour faire rayonner la création sonore. Au programme, l'écoute de l'épisode Cher Alcool et d'une fiction inédite intitulée Cher Président, l'histoire d'un déjeuner de famille au cours duquel la mère annonce qu'elle va voter pour Éric Zemmour. À partir de là, les choses s'enveniment comme vous vous en doutez. Cette fiction est écrite par Charlie Dupieux et Alice Milo qui vous attendent à Aubervilliers pour cet événement gratuit le 25 mars de 19h à 22h. Alors, on attend pas Patrick? Authentique. Mais qu'est authentique? Mais quelle fausse note! Quelle fausse note! Amis du LOL et de la culture populaire, un podcast a besoin de votre aide. Vous le connaissiez peut-être sous le titre We Love MDR de Daniel Andreev et sa bande. Lâchés par la banque qui les sponsorisait, ils ont renommé le podcast en MDR, le podcast, et ont lancé un financement participatif pour leur permettre de continuer à faire vivre ce podcast sans insérer de publicité. Leur objectif, 5 000 € au moins pour produire une demi-saison ou 10 000 pour la produire en entier en rémunérant les intervenants et intervenantes ainsi que les techniciens. Pour soutenir ce podcast devenu indépendant qui dissèque les films comiques français depuis 2017, ça se passe sur Ulule jusqu'au 25 mars minuit. Comme d'habitude, on vous met le lien dans la description. L'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est ce qu'affirmait Emmanuel Macron en novembre 2019. Oui, mais voilà, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a tout changé. Et l'OTAN est de nouveau au centre des débats. C'est un ovni qui vient d'être mis en ligne par Europe 1 sur Deezer. Une page qui regroupe des podcasts autour de la présidentielle qu'ils ont décidé d'appeler Playlist. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous vous demandez ce qu'il en est de la production d'énergie en France et quel candidat propose quoi. Vous allez sur Deezer, vous cherchez les playlists de la présidentielle d'Europe 1 et vous tombez sur une playlist, un flux de podcasts en fait. Faut-il relancer le nucléaire ? Si vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître 14 épisodes de 1 à 3 minutes qui répondent chacun à une question autour du nucléaire.
Dans ces épisodes, vous pouvez entendre des extraits d'interviews diffusées à l'antenne d'Europe 1, mais aussi une voix off qui explique et commente ces interviews tout en précisant les positions de chaque candidat et candidate à la présidentielle. Si cette voix off vous paraît un peu étrange, un peu lisse, c'est normal, puisque c'est la voix d'une intelligence artificielle générée par ETX Studio. Rassurez-vous, les textes et les podcasts, eux, ont bien été écrits par des humains. En tout, ce sont 10 playlists qui sont diffusées en exclusivité sur Deezer autour des grandes questions de la campagne comme la hausse des salaires, la réforme de l'école ou l'interdiction de la chasse. Elles peuvent s'écouter dans l'ordre ou vous pouvez venir piocher des épisodes par-ci par-là, ça marche aussi. Je vous laisse aller faire un tour sur Deezer pour découvrir les playlists de la présidentielle d'Europe 1 et vous faire un avis. Il s'agit du Floodcast. Ça pue sa mère. Podcast. Et enfin, 2 petites nouvelles pour finir. La première, c'est la tournée du Floodcast dont on vous parlait dans le dernier Sans Algo et qui affiche déjà complet. On est désolé pour les retardataires. Et la deuxième, c'est le festival Longueur d'onde qui vient de mettre en ligne une première fournée de tables rondes enregistrée en février dernier. Pour les écouter en podcast, rendez-vous sur le site oufipo.org. Si je vous dis 1939-1945, vous me dites la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, si je vous dis 1954-1962, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ces dates, elles ne me disaient pas grand-chose jusqu'à récemment. Pourtant, ça aurait dû, puisque ce sont les dates du début et de la fin de la guerre d'Algérie. Cette guerre, j'en ai entendu parler très rapidement. Au collège, j'ai beaucoup pleuré quand Guy est appelé en Algérie dans les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Au lycée, j'ai le vague souvenir d'avoir étudié le discours de De Gaulle « Je vous ai compris », mais à part ça, rien. Le vide. Et j'avoue que j'avais pas non plus cherché à me renseigner plus que ça. Mais depuis quelque temps, plein de podcasts abordent la guerre d'Algérie parce qu'on a fêté le 18 mars les 60 ans des accords d'Évian, qui marquent le cessez-le-feu après 7 ans et demi de guerre et 132 ans de colonisation. Alors j'ai commencé à les écouter pour essayer de pallier mes lacunes sur cette période de l'histoire. Et il y en a un qui m'a particulièrement plu. Il s'appelle Fragments d'Algérie et il est produit par Paradiso Media. Dans ce podcast, la journaliste Adèle Salmon donne la parole à des descendants de personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie pour tenter de tirer le fil de leur mémoire familiale et, par la même occasion, de raconter un peu les différentes facettes du conflit. À chaque épisode, elle interroge quelqu'un issu d'un des grands groupes qui ont vécu cette guerre. Il y a par exemple Assiba, une Française descendante de résistants algériens. Elle raconte ses difficultés à être une jeune femme d'origine algérienne dans la France d'aujourd'hui. Elle parle surtout du silence dans sa famille autour de la guerre d'Algérie. Le silence, tous ceux qui témoignent le connaissent. Mais celle qui l'a peut-être le plus vécu, c'est Hélène, descendante de juifs algériens. En 2002, quand elle arrive au cimetière pour enterrer son père, elle remarque une inscription sur sa tombe qui va chambouler sa vie. Donc au cimetière, quand on arrive devant la tombe de mon père, je découvre à côté de son nom, en fait, une inscription qui dit « À la mémoire de Mimoun Cohen, son père, Yvonne Cohen, sa mère, Colette Cohen, sa sœur, Jean-Jacques Sixic, son beau-frère, disparu en juin 1962 en Algérie. » Et là, c'est un choc énorme. Je n'ai jamais entendu parler des parents de mon père. Ces noms, je les lis pour la première fois. J'ignorais complètement que mon père avait une sœur qui s'appelait Colette. Disparue en Algérie, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils sont disparus en mer ? Est-ce qu'ils ont été victimes d'un cataclysme, climatique ? Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi je ne sais rien sur la famille de mon père, en fait ? J'ai un peu l'impression que le temps s'arrête et que ça remet en question un peu tout mon passé, toute mon enfance. Et surtout que je me rends compte que mon père, qui vient de mourir, je le connaissais pas, en fait.
À travers l'enquête d'Hélène, pour savoir qui étaient ses ancêtres et pourquoi ils sont morts en Algérie, on apprend un peu de l'histoire de cette guerre et de ce qu'ont vécu les Juifs d'Algérie à cette époque-là. Et c'est la même chose pour chaque épisode. Une personne témoigne de son histoire familiale et à travers elle, on soulève le voile de la grande histoire, souvent assez tragique. Au fil des 6 épisodes, on découvre un peu de l'histoire des Juifs d'Algérie, mais aussi des Félagas, ces combattants algériens pour l'indépendance, des Pieds Noirs, ces Européens installés en Algérie souvent depuis plusieurs générations, des Harkis, ces Algériens qui ont combattu contre l'indépendance aux côtés de la France, mais aussi des membres de l'OAS, l'organisation armée secrète créée par des généraux français après un putsch avorté et qui a lutté avec les armes pour que l'Algérie reste française. L'épisode qui m'a le plus bouleversée, c'est celui d'Anne-Cécile, petite fille d'un militaire de carrière français qui a combattu en Algérie. Cette guerre, il ne lui en a jamais parlé, jusqu'au jour où, à plus de 80 ans, il a fait cadeau à sa petite fille d'un livre où il relatait ses souvenirs. En le lisant, Anne-Cécile tombe des nues. Elle apprend que son grand-père si gentil, si intelligent, si humaniste, a fait usage de la torture sur un civil algérien avec la Gégène. C'est une batterie qui était souvent utilisée par l'armée française pour électrocuter des civils. Après le choc, elle doit décider de comment elle va s'approprier cette histoire. Je ne sais pas qui j'aurais été et ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. Je ne peux vraiment en aucune circonstance dire « Mais enfin, mais tu es fou d'avoir fait ça !» Il s'est choqué lui-même de le faire. Le fait est qu'il l'a fait. Quelque part, probablement, il y a les descendants de la famille de cet homme-là qui s'est fait interroger, qui doivent se dire, tu sais, ton grand-père, il a été torturé par un militaire français. C'est vertigineux comme truc, c'est pas beau. C'est pas beau. Ça me perturbe et ça me frustre qu'il y ait un homme qui ait rencontré de façon extrêmement épisodique mon grand-père au moment où il a été le moins mon grand-père. Comment on fait pour juger d'événements qu'on n'a pas vécus et que bien souvent on ne nous a transmis ni dans la famille ni à l'école ? Comment on construit son identité avec des trous béants, des silences et même des hontes ? C'est tout le sujet de Fragments d'Algérie, à la fois pour les gens qui y témoignent et pour nous, auditeurs, confrontés à l'immense complexité de ce conflit. C'est un podcast qui bouscule pas mal de certitudes parce qu'il nous met en empathie avec des descendants de gens qui se sont combattus et qui chacun essaye de composer avec leur mémoire. Pour bien comprendre les enjeux de chaque témoignage, la journaliste Adèle Salmon pose le décor au début de chaque épisode, comme avec Abdallah, fils de Harki. Ça nous a marqué psychologiquement aussi. Donc on est marqué au fer rouge nous maintenant. C'est difficile de grandir dans un pays qui ne reconnaît pas ses souffrances, les erreurs qu'ils ont fait, qu'ils ont commis envers nos pères surtout. Abdallah a grandi à Roubaix dans les années 80. Mohamed, son père, appartenait aux 90 000 hommes arrivés en France à l'été 62 pour fuir l'Algérie. Appelés harkis ou supplétifs, ces hommes avaient servi dans les rangs de l'armée française pendant la guerre. Considérés comme des traîtres en Algérie puis massacrés, ceux qui parviennent à gagner la France sont hébergés dans des camps de regroupement. Ils y resteront avec leurs familles dans des conditions de vie déplorables. Depuis 60 ans, les descendants se battent pour que l'engagement de leur père soit entendu et reconnu par l'État français. Abdallah a dû se construire entre la mémoire à vif de son père et un récit national qui a bien tardé à regarder en face la douleur de cette communauté. Dans Fragments d'Algérie, on apprend le déroulé de la guerre d'Algérie, mais surtout comment sa mémoire ne se transmet qu'au compte-gouttes dans les familles, parce que tout le monde préfère oublier.
J'ai trouvé ça très malin de raconter la grande histoire par le prisme de la transmission et du secret familial, le tout hyper bien mis en son et appuyé par des archives familiales et historiques qui donnent encore plus de chair aux différents récits. J'ai voulu savoir ce qui avait poussé Adèle Salmon à s'intéresser à la guerre d'Algérie et au silence qui l'entourait, alors je l'ai invitée au micro de Sans Algo. J'ai commencé par lui demander de se présenter. Alors, je m'appelle Adèle, j'ai 36 ans. Je suis journaliste de formation. J'ai fait 10 ans de télévision, de reportage et de documentaire. Et puis, il y a 2 ans, j'ai commencé à faire du podcast. Et à l'occasion des 60 ans des accords d'Évian, j'ai décidé de travailler sur la mémoire des descendants de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la guerre d'Algérie ? C'est cette date du 18 mars 62 et son anniversaire ? Il y avait une dimension commémorative, mais c'est aussi une histoire assez personnelle, parce qu'en fait, moi, j'ai un grand-père qui est né en Algérie coloniale des années 20, et il était issu d'une famille juive, et en fait, lui, il n'a pas connu la guerre d'Algérie, parce qu'il est parti pendant la Seconde Guerre mondiale rejoindre les forces françaises libres. Il a fait sa vie à Paris, et il n'est plus jamais retourné en Algérie, et du coup, moi, j'ai pas eu d'héritage de ça, puisqu'il parlait jamais de l'Algérie. Mon propre père non plus. Donc, du coup, il y avait ce mot-là qui revenait, mais c'était assez mystérieux, en fait. Et puis, petit à petit, je m'y suis intéressée. Je suis pas trop tombée dessus pendant mes études, même si j'ai fait des études d'histoire, parce que finalement, la guerre d'Algérie est très peu enseignée. Donc voilà, c'était un gros mystère. Et puis, j'avais déjà travaillé sur la Shoah et sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et je me suis dit que la guerre d'Algérie, ce serait un bon support aussi pour étudier les mécanismes de la mémoire avec le format podcast qui me tenait à cœur. Dans votre documentaire, il y a un panel représentatif des gens qui ont vécu la guerre d'Algérie. Il y a des descendants de Pieds Noirs, de Juifs d'Algérie, de soldats français, de harkis, et même des descendants de membres de l'OAS. Comment vous avez casté les personnages de Fragments d'Algérie ? Alors, moi, ce qui m'importait surtout, c'était déjà de ne pas mettre les paroles de ces descendants sur le même plan, parce que souvent, on a tendance à traiter la guerre d'Algérie par thème, et donc à mettre au même niveau ces paroles. C'est quelque chose qui me gêne, parce que souvent, ça vient lisser un peu le propos. C'est pour ça que j'ai déjà choisi de faire un épisode consacré à un groupe mémoriel, comme on dit. Sinon, j'ai vraiment choisi des personnes qui déjà avaient du recul sur leur propre histoire, qui d'abord souvent avaient hérité du silence, comme la plupart des descendants et des descendantes, et puis qui avaient fait quelque chose de ce silence. Comment on contourne ce qu'on ne veut pas nous montrer. Donc voilà, c'était des gens qui aussi avaient des âges différents. Je ne voulais pas me limiter uniquement à des personnes de 25-30 ans. Il y a aussi des gens de 50-60 ans que j'ai interviewés. Ils ont aussi souvent intellectualisé, lu par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à l'implication de l'histoire vraiment dans leur vie. Donc c'est des choses auxquelles ils ont réfléchi. Et moi, j'ai cherché du propos mûri et digéré pour réussir à raconter ces histoires-là. Ça, c'est ce que vous cherchiez. Ensuite, concrètement, comment ça s'est passé pour trouver ces témoignants ? Puis, comment se sont passées les interviews ? Moi, j'en ai trouvé dans mon entourage, des amis d'amis. J'en ai trouvé aussi par rapport aux recherches que j'avais fait pour un autre podcast précédemment sur la transmission de la mémoire. J'en ai trouvé aussi dans mon cadre professionnel. Comme la mémoire de la guerre d'Algérie concerne 7 millions de personnes en France, parfois, on n'a pas besoin d'aller très très loin. Quand vous arrivez au moment des interviews, déjà, est-ce que ça se passe en studio ou chez eux ? Et ensuite, est-ce qu'on interroge de la même manière un descendant de Pieds Noirs, de harkis et de membres de l'OAS ? Donc souvent, on est dans leur cuisine ou dans leur salon parce que, évidemment, la parole n'est pas la même dans un salon quand on est chez soi que dans un studio avec peut-être une ambiance un peu plus froide. Pour faire émerger l'intimité, c'est plus difficile. Après, oui, évidemment, déjà, les gens ne s'expriment pas de la même façon quand on est petite fille de militaire ou descendant de harkis. On n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas la même place au sein de la société française, on n'a vraiment pas vécu les mêmes choses. Et ça, évidemment, dès la préparation de l'interview, ça se constate et ça se sent. Moi, en plus, ce qui me tenait à cœur, c'était que l'histoire puisse se comprendre à travers leurs témoignages, de façon à rendre le podcast vraiment accessible à tout le monde. Du coup, parfois, j'ai dû être amenée à mettre dans leur bouche certains éléments d'histoire, évidemment avec leur accord. Mais du coup, ça dépendait de leur connaissance de l'histoire et de comment ils étaient capables de retranscrire non seulement leur histoire personnelle, mais aussi l'histoire avec un grand H.
Dans tous les épisodes, les témoignants parlent du silence dans leur famille autour de la guerre d'Algérie. C'est un peu le thème aussi de votre podcast. Pourquoi ce silence, à votre avis? Est-ce qu'il est intrinsèque à cette guerre en particulier ou à tous les conflits en général? Effectivement, la guerre d'Algérie, en fait, contrairement peut-être à la Seconde Guerre mondiale, elle est encore énormément taboue. On ne l'enseigne à l'école que depuis 1983. Et encore, on l'enseigne, mais ça reste à l'appréciation des professeurs. Donc souvent, on balaye la guerre d'Algérie en 2-3 heures. Donc ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi. Comment est-ce qu'on grandit avec des récits familiaux qui ne correspondent pas avec le récit national ou en tout cas ce qu'on nous enseigne à l'école? Il y a une témoin qui m'a dit que finalement, le silence des familles avait été nourri par le silence d'État et que le silence d'État avait été nourri par le silence des familles. Et ça s'est transmis comme ça de génération en génération. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans la reconnaissance des faits. Vos témoignages s'appuient pas mal sur des archives, comme le livre que le grand-père d'Anne-Cécile lui donne ou les enregistrements de la famille d'Olivier. Comment vous avez fait pour insérer ces archives au sein de leur récit ? Anne-Cécile, la petite fille de militaire, elle a eu accès carrément à un livre écrit qu'on lui a quelque part servi comme ça. Donc ça, c'était une irruption de la mémoire très soudaine. Et donc, on a fait appel à un comédien pour essayer d'incarner au maximum ce grand-père, en plus avec qui Anne-Cécile a des liens très très forts encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on arrive à comprendre ce que le grand-père pensait à l'époque quand il est arrivé en Algérie en 1956. Il avait une vingtaine d'années, il était tout jeune. C'était son premier vrai poste de commandant. Donc c'était un énorme enjeu pour lui. Et grâce à ces récits, je dis pas qu'on arrive à se mettre à sa place, mais peut-être on arrive à comprendre en tout cas dans quel état d'esprit il est arrivé en Algérie. Et ce qui est aussi intéressant dans ses mémoires, c'est qu'on entend le recul qu'il a aujourd'hui, à 87 ans, quand il écrit ses mémoires. Après, il y a certains groupes mémoriels où l'accès à la mémoire n'est pas du tout le même s'il n'y a pas de vérité générale là-dessus. Mais je pense par exemple à Ferhat, qui est notre dernier témoin. Lui, il a grandi en Algérie, dans les montagnes de la Kabylie. Et lui, il n'a jamais eu d'accès aux écrits de sa grand-mère, puisqu'il n'y avait pas d'écrits, c'était de la transmission vraiment orale. Et du coup, lui, il est allé enregistrer sa grand-mère qui chantait des chants révolutionnaires kabyles. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'il a pu nous donner ces chants. Et ça, je trouve ça très fort parce qu'en son, ça fonctionne très bien. Vous avez utilisé des archives familiales, mais aussi des archives médiatiques et historiques. Comment vous avez articulé l'intime, l'histoire familiale et la grande histoire au niveau sonore? Alors, au niveau sonore, moi, je voulais avant tout privilégier le récit des descendants et des descendantes. Ça, c'était très, très important. Je voulais faire exister le passé par ces archives personnelles et familiales. Et je voulais en même temps que l'auditeur ou l'auditrice puisse se repérer dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des archives d'époque. On a travaillé avec l'INA pour ça. Et à chaque fois, je voulais pas que les archives soient trop longues ou viennent un petit peu être confusantes. Donc, finalement, j'ai choisi des archives assez courtes, parfois très connues. On a pris des discours de Gaulle prononcés en Algérie, par exemple, relativement connus. Mais je voulais aussi avoir les voix de journalistes des années 50 que j'affectionne particulièrement en plus. Donc voilà, c'était aussi pour qu'on reste dans l'époque surtout. Dans ce podcast, vous prenez la parole, souvent au début des épisodes, pour contextualiser l'interview, présenter le personnage et aussi pour donner des chiffres, des faits, des dates. C'était évident pour vous de prendre la parole dans le podcast et de ne pas simplement faire des interviews à voix nue? Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment de laisser parler les gens et que l'auditeur ou l'auditrice puisse être en immersion totale et puisse être du côté des gens, quel que soit le groupe mémoriel dont il s'agissait. Donc effectivement, j'ai fait ce choix de parler en introduction et après de m'effacer complètement parce que j'estimais que les récits se suffisaient à eux-mêmes et que pour une meilleure immersion et compréhension, déjà qu'on avait différentes sources sonores entre le propos du témoin, les archives personnelles et les archives historiques, si je rajoutais ma voix, je voulais pas que ce soit trop confusant. Il y a aussi une grande place laissée à la musique et à l'ambiance sonore dans ce podcast. Est-ce que ça, c'est votre choix personnel ou est-ce que c'est le travail de Florentin Baume, le réalisateur? Alors, c'est un mélange des deux. Évidemment, Florentin Baume a fait un travail vraiment exceptionnel en termes de réalisation et de musique sur ce podcast. Moi, je voulais effectivement une ambiance musicale assez forte. Mais je ne voulais surtout pas être dans le cliché de la musique orientale qui n'aurait pas forcément servi le propos de mes témoins. Donc, je voulais une musique
musique qui à la fois puisse incarner le passé en Algérie et qui à la fois vienne incarner le présent dans la parole des descendants. Et donc, il y avait un artiste dont j'aimais beaucoup le travail qui s'appelle Casbah, qui est un musicien qui tourne beaucoup en ce moment. Et en fait, Casbah est venu apporter un mélange de passé et de présent avec des sons folkloriques algériens mêlés à des sons électro qui sonnent beaucoup plus musique actuelle. Et le travail de Casbah et de Florentin Baume aussi a vraiment été capital pour rendre ce podcast possible. Pour qui vous avez fait ce podcast ? Pour qui j'ai fait ce podcast ? Je pense que j'ai fait ce podcast dans l'espoir quand même que les descendants s'écoutent les uns les autres. On a 5 épisodes qui sont diffusés sur 6 et c'est assez intéressant de voir les messages que je reçois des descendants quand ils écoutent les épisodes des autres. C'est quand même une surprise pour eux. Ils trouvent les épisodes extrêmement touchants. Ça leur rappelle leur propre histoire, alors que c'est pas du tout les mêmes groupes mémoriels. Je dirais pas que j'ai fait ce podcast exactement pour cette raison, mais au final, à la fin de la réalisation, je dirais que ça, c'est une belle récompense en fait, que les gens s'écoutent les uns les autres. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Fragments d'Algérie, fragments au pluriel, produit par Paradiso Media. 5 des 6 épisodes ont déjà été publiés, le 6e doit arriver dans quelques jours, et un épisode bonus doit être enregistré en public au Hasard Ludique à Paris le 7 avril à 20h. C'est gratuit et la soirée sera clôturée par un DJ set de Casbah, le musicien qui a créé la bande originale du podcast. Et si vous souhaitez découvrir d'autres podcasts sur la guerre d'Algérie, je vous invite à venir faire un tour sur slate.fr où nous venons de publier une sélection aux petits oignons sur le sujet. Merci d'avoir écouté Sans Algo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires et vos questions. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour le montage.